c'est que grâce... Il est 7h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de suivre nos programmes à Nation sur les 88.3 MHz. 7h, madame, messieurs, voici le deuxième journal de la journée. Charles Cablan, bonjour. Bonjour Estelle. Dans l'actualité de ce jeudi, le 27e congrès de l'UPU, l'Union Postale Universelle, il aura lieu à Abidjan du 9 au 27 août prochain. 192 pays prendront part à ce congrès qui va observer quelques restrictions. Pandémie de Covid-19 oblige. À suivre dans ce journal les précisions du ministre de l'économie numérique sur les retombées de l'événement pour la Côte d'Ivoire. 123 établissements sanitaires bientôt réhabilités et équipés. La signature de convention entre le ministre de la Santé et l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire vient d'être signée. Le projet est financé par la banque d'investissement de la CEDEAO. Les travaux vont durer 12 mois. Et puis, affaire des biens mal acquis en Guinée équatoriale, le fils du président condamné en appel à 3 ans de prison avec sursis. Il est reproché à Théodorin Obiang le détournement de fonds publics. Tous ces biens en France d'une valeur de près de 100 milliards de francs CFA ont été saisis. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Vous suivez l'édition de 7h. Bonjour et merci de votre présence. 123 établissements sanitaires bientôt réhabilités. Et c'est une entreprise indienne qui remporte le marché. La signature de convention entre le ministre de la Santé et l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire a eu lieu ce mercredi. Les travaux vont durer 12 mois et sont financés par la banque d'investissement de la CEDEAO. Ce projet va améliorer la qualité des services, notamment en santé maternelle. Pierre Demba, ministre de la Santé. Cette signature va nous permettre de mettre à la disposition donc, de nos populations 123 sites qui seront complètement réhabilités et équipés, comprenant des hôpitaux généraux, des CHR, mais également comprenant surtout des établissements de premier contact qui vont permettre donc, de renforcer notre système de santé. Parce que ce que nous envisageons de faire, c'est que grâce à ce projet, nous allons contribuer à mettre en place le réseau des soins de proximité que nous voulons, pour renforcer non seulement la promotion de la santé à la base, mais renforcer la prévention donc, des maladies et pouvoir donc, prendre en charge très tôt dans la proximité donc, une grande partie donc, des populations de notre pays. Pierre Demba, le ministre de la Santé. Fête des armées, deuxième édition, les activités officiellement lancées. Et ça commence par cette opération du don de sang. 5000 poches de sang doivent être récoltées par notre armée. Cette opération s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia. Nous espérons que malgré nos différences et les différends que nous pourrions avoir, que l'esprit de solidarité, d'entraide mutuelle devienne une obligation. Un réflexe d'abord entre nos différentes forces et ensuite entre nos forces et la nation. Dans tous les cas, face aux nouvelles menaces qui guettent nos différents États, cette solidarité est désormais indispensable. Pour commencer, nous avons donc souhaité poser un acte de solidarité vis-à-vis des populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les malades, les personnes qui ont besoin de sang. Donc notre intention est de réunir 5000 poches de sang pour sauver des vies. Les prochaines étapes, mercredi, nous serons à la frontière, dans des villages qui ont été victimes d'actes terroristes. Et dans ces villages-là, nous ferons des dons en vivres, en médicaments, etc. pour leur apporter le soutien des forces de défense et de sécurité dans leur ensemble. Le 27e congrès de l'UPU, l'Union Postale Universelle, se tient à Abidjan. L'événement va donc se tenir du 9 au 27 août prochain. L'événement qui va recevoir 192 pays se fera en mode hybride. Il se tiendra en présentiel et de façon virtuelle. Compte tenu de la pandémie du coronavirus, plusieurs étapes seront donc établies lors de ce congrès. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation revient sur les retombées de ce congrès de l'UPU. Roger Adam. Le fait d'avoir 192 postes nationaux des différents pays va nous permettre déjà de partager avec eux nos expériences. Il y a des pays où les choses se passent très bien, ou des pays où les choses se passent moins bien. Donc nous, on va s'inspirer déjà, donc du point de vue stratégique, voir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans les temps à venir pour redémarrer notre activité postale. Et ensuite, l'Union Postale Universelle va définir une nouvelle stratégie. Grâce à ces 3 semaines de réflexion qui auront lieu donc à Abidjan, on aura la capacité à redéfinir et, je dirais, redesigner notre poste. Et puis après, il y a tout ce qui va, on a aussi sur l'image de marque. Donc je pense que quelque part, on aura la capacité aussi pendant ce temps-là de faire connaître encore mieux notre pays.
Cet inspecteur de l'autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire ont prêté serment au tribunal de première instance au Plateau. Prestation de serment qui va leur permettre d'avoir le pouvoir de police judiciaire afin de protéger la population contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. Suivons la réaction de quelques impétrants. Professeur Monéa, Georges Alain, directeur général de l'autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire. C'est des agents qui contrôlent, qui veillent à l'application de la réglementation en matière de radioprotection. Ces agents aussi doivent être juste devant cette réglementation. Donc, c'est une joie pour que ces agents soient considérés comme inspecteurs assermentés. Madame Adou, née Adje Akwa Christiane, inspectrice à l'ARSN. Je suis très émue d'avoir prêté serment ce jour. Il y a une joie immense qui m'anime parce que j'ai désormais un pouvoir légal qui me permet de mener à bien mon activité en tant qu'inspectrice. Les villes de Guiglo et de Diokwe auront de l'eau potable en permanence dans 6 mois. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a procédé au lancement des travaux de construction d'unités d'approvisionnement en eau potable et de canalisation dans ces 2 localités, Guiglo et Diokwe. Coût global des travaux qui vont durer 6 mois, un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Gervais Kwasi. La production usine d'eau à Diokwe est de 1800 mètres cubes par jour, alors que le besoin de la population est estimé à 5100 mètres cubes par jour, soit un déficit de 3300 mètres cubes par jour. La réalisation d'unités de production du liquide précieux, source de vie, va permettre à la capitale régionale du Guémont de bénéficier d'une production usine de 5800 mètres cubes par jour, au-delà du besoin que je vous rappelle est de 5100 mètres cubes par jour, soit un excédent de 700 mètres cubes d'eau par jour. Si à Diokwe, le besoin des populations en eau sera entièrement satisfait, ce n'est pas le cas à Guiglo. Cependant, la proportion des populations en manque sera amenuisée dans la capitale régionale du Cavali. La production usine en eau est de 900 mètres cubes par jour, alors que le besoin s'élève à 3800 mètres cubes par jour, soit un déficit de 2900 mètres cubes. Au terme des travaux, le déficit ne sera que de 900 mètres cubes par jour, puisque la production usine passera à 2900 mètres cubes par jour. Le ministre de l'Hydraulique se veut rassurant sur l'engagement du gouvernement à pourvoir nos ménages en eau potable, aussi bien en zone urbaine que rurale. Laurent Tchagba. Notre présence témoigne de l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des populations vivantes en Côte d'Ivoire, notamment leur approvisionnement en eau potable, source de vie. Les travaux sont financés par la Société Générale France et réalisés par les entreprises Suez et Franzetti Côte d'Ivoire. Gervais Kwasi, Diokwe, Radio Côte d'Ivoire. Et puis dans l'actualité internationale, affaire des biens mal acquis en Guinée équatoriale, le fils du président condamné en appel à 3 ans de prison avec sursis. La Cour de cassation a rejeté donc ce mercredi le recours déposé par Théodorin Obiang. Le fils du président équato-guinéen contestait sa condamnation en France pour détournement de fonds publics dans son pays. Sa défense estimait que la justice française n'avait pas à se prononcer sur des délits commis à l'étranger, mais la Cour de cassation en a donc décidé autrement. La plus haute juridiction française a estimé que la décision rendue par les juges était bien conforme à la loi. La justice française pouvait donc se prononcer sur ces détournements d'argent, même s'ils ont eu lieu à l'étranger. La condamnation en appel de Théodorin Obiang est donc confirmée. Il devra donc s'acquitter d'une amende de 30 millions d'euros, soit plus de 19 milliards de francs CFA. Il sera condamné à 3 ans de prison avec sursis pour blanchiment d'abus de biens sociaux et de détournement d'argent public. Par ailleurs, la Guinée équatoriale pourrait devenir le premier pays à bénéficier du nouveau mécanisme de restitution des biens, des avoirs des biens mal acquis. La semaine dernière, les députés français ont adopté ce dispositif qui permet de rendre aux populations les recettes des biens confisqués. Dans le cas de Théodorin Obiang, son patrimoine estimé à 100 milliards de francs CFA va être vendu aux enchères et l'argent récolté utilisé pour des actions de développement en Guinée équatoriale. Fin de ce journal, principale information qui l'ont animé, le 27e congrès de l'UPU, l'Union postale universelle. Il aura lieu à Abidjan du 9 au 27 août prochain. 192 pays prendront part à ce congrès qui va observer quelques restrictions. Pandémie de Covid-19 oblige. 123 établissements sanitaires bientôt réhabilités et équipés. La signature de convention entre le ministre de la Santé et l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire vient d'être signée. Le projet est financé par la Banque d'investissement de la CEDEAO. Les travaux
auront duré 12 mois. Et puis affaire des biens mal acquis en Guinée équatoriale, le fils du président condamné en appel à 3 ans de prison avec sursis. Il a reproché à Théodorin Obiang le détournement du fonds public. Tous ces biens en France d'une valeur de près de 100 milliards de francs CFA ont été saisis. Merci à vous, Charles Cablan. Madame, Messieurs, prochain rendez-vous de l'information, 8h pour le Bulletin Afrique. Après la première édition en juillet 2019 en marge du TAC à Ouagadougou, la deuxième édition des journées culturelles d'amitié ivoiro-burkinabé a été lancée mercredi au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan. Une édition qui se tient au moment où la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso viennent de signer un accord de coopération culturelle lors du TAC 9 qui vient de s'achever. Le dossier culture de ce jour est signé Adama Bakayoko. Le dossier du jour. Le Palais de la Culture de Treichville a revêtu des nouveaux habits pour cette deuxième édition des journées culturelles de l'amitié ivoiro-burkinabé organisée donc en marge du TAC. Notons que la première édition s'est déroulée à Ouagadougou en 2019. Pour cette deuxième édition donc, de nombreux artisans et acteurs culturels burkinabés ont pris d'assaut le Palais de la Culture aux côtés de leurs confrères ivoiriens. Le Musée national du Burkina Faso occupe une place de choix dans cette deuxième édition des journées ivoiro-burkinabé. Sabari Christian Dao, directeur de la communication, nous parle de ce musée. Le Musée national du Burkina Faso est un musée ethnographique qui a plusieurs objets en son sein qui parlent des communautés, de nos différentes communautés, de l'histoire du Burkina Faso. Et nous sommes en train de partir vers la nouvelle muséologie actuellement, c'est-à-dire accueillir des œuvres artistiques contemporaines au sein de notre musée et inviter les scolaires à venir s'approprier leur patrimoine culturel. Nous avons une collection de 12 000 objets et qui représentent plus ou moins les 60 communautés ethno-culturelles qui sont au Burkina Faso. Et nous sommes un musée qui a été créé depuis 1962. Donc c'est un musée qui est une référence actuellement en Afrique de l'Ouest et même au-delà, bien que nous sommes toujours en chantier. Ce musée ne pouvait donc pas rater cette deuxième journée ivoiro-burkinabé en marge du TAC tenu ici à Abidjan, nous dit Sabari Christian Dao. Notre présence ici, c'est pour exprimer aussi l'attachement que nos communautés ont de leur patrimoine culturel. Donc le musée est venu avec quelques pièces qui expriment les valeurs que nous partageons en commun, c'est-à-dire la fraternité, la solidarité et la bravoure et tout ce qui permet de travailler et de maintenir nos communautés dans la paix et dans le processus de progrès. Les deux ministres de la Culture des deux pays étaient accompagnés du ministre burkinabé de la Jeunesse et de l'Emploi, Foniyama Elise Ilboudo Thiombiano. Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme de Burkina Faso, se réjouit de cette deuxième édition. Nous avons vu de très belles choses aussi bien du côté du Burkina Faso que du côté de la Côte d'Ivoire. Et il y a une variété d'œuvres plastiques, d'œuvres culturelles. Et je peux dire que nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu parce que c'est l'expression des cultures, effectivement, que nous avons ici à travers les œuvres plastiques, comme je l'ai dit tantôt, à travers le livre, à travers le cinéma, l'audiovisuel, à travers le style, tout ce qui est couture, tout ce qui est tissu, tout ce qui est collier. Et je voudrais dire que c'est vraiment de la créativité que nous avons vue à travers toutes les œuvres qui sont ici. Et je félicite vraiment nos deux gouvernements qui ont bien voulu que cet accord soit signé. Et avant bien sûr que cet accord ne soit signé, le brassage des populations est là. Et je crois qu'avec l'accord que nous avons signé, nous allons mettre un coup de pouce et nous allons essayer donc d'aller de l'avant, montrer que les deux populations sont les mêmes et à travers une diversité qui s'exprime tous les jours par ce que nous avons vu ici. Son homologue ivoirienne, la ministre Arlette Badoum-Guessan, apprécie également cette visite riche en expositions et qui permet de mettre en lumière les cultures ivoiriennes et burkinabées. Merci au gouvernement
du Burkina Faso qui a bien voulu autoriser cette venue ici en Côte d'Ivoire pour nous exprimer toute la diversité culturelle du Burkina et avec les liens séculaires que nous avons avec ce pays frère. Nous avons visité les stands et comme ma collègue l'a dit, c'est vraiment l'expression diversifiée de la culture du Burkina et de la Côte d'Ivoire que nous venons de voir et nous débordons de créativité. Nous allons, à travers l'accord qui a été signé, établir véritablement un lien, renforcer les liens de sorte à faire une bonne économie culturelle et mettre en place une vraie industrie africaine culturelle. Après la visite, les 3 ministres se sont rendus ensuite dans la salle à Noumambo pour suivre en direct la deuxième phase du concours des tout-petits à la télévision nationale Wozo Vacances, une ambiance festive qui a permis à ces 2 dames de se retirer en compagnie du ministre de l'Emploi et de la Jeunesse du Burkina Faso. À l'instant, le dossier culture, madame, monsieur, proposé par Adama